Et vous voyez, si je change de diapositive, là j'ai changé de dia. Anna, est-ce que tu vois la dia suivante ou est-ce que tu vois encore mon titre? Non, non, c'est bon, c'est la dia suivante. Merci beaucoup. Donc moi, je vais juste faire un petit mot d'historique. La transplantation cardiaque, en termes d'histoire de la médecine, mais c'est quand même pas si récent. Vous voyez que la première transplantation cardiaque date de décembre 1967 en Afrique du Sud et que la survie du patient était très courte. Rapidement après, ça a été aux États-Unis. Et puis en 1968, la première transplantation en France par l'équipe du professeur Cabrol. Alors en Belgique, la première transplantation, c'est août 1973 à l'hôpital Bruckmann par le professeur Primo. Et la patiente a survécu 7 mois. Et les gros soucis au départ, c'était l'immunosuppression qu'on ne gérait pas convenablement. Et en plus, les temps de préservation, le temps d'ischémie, qui s'est nettement amélioré maintenant avec les différentes techniques dont on dispose pour amener le greffon sur le lieu de la transplantation. En Belgique, on a 7 centres de transplantation cardiaque. Alors, il y a l'UZ à Anvers, l'UZ Gand, Onze-Lievevrouw à Alost, l'hôpital Erasme, l'UZ Leuven, le CHU de Liège et nous aux cliniques Saint-Luc. Il y a à peu près 60 à 80 transplantations cardiaques par an au niveau de la Belgique. Donc, vous voyez que par rapport aux patients, on estime en Belgique que c'est 250 000 patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Ça reste un traitement de dernière ligne. Et l'année passée, avec le Covid, il y a eu à peu près 50 transplantations. À Saint-Luc, on a fêté notre 500e transplantation il y a quelques années maintenant. La première remonte à 1985 et vous voyez la débalance homme-femme. Notre première présentation, c'était sur la cardiopathie de la femme. Il y a quand même des cardiopathies avancées qui sont plus fréquentes chez l'homme, puisqu'ici, on a à peu près 80% d'hommes et vous voyez l'âge entre 2 et 69 ans. Alors, 69 ans, ça nous arrive très rarement d'inscrire des patients de cet âge-là en liste d'attente maintenant. Mais il y a quelques années, quand moi j'étais encore assistante, le délai d'attente moyen pour une transplantation cardiaque, c'était de 3 à 6 mois. Et donc, on pouvait se permettre éventuellement d'inscrire en liste un patient un peu plus âgé parce qu'on savait qu'il allait être greffé rapidement. Maintenant, en Belgique, le délai d'attente moyen, il peut monter jusqu'à plus de 2 ans pour certains patients. Et donc, si on inscrit un patient qui a déjà 65, 66 ans, on arrive à des gens qui sont plus âgés, avec plus de comorbidités, qui vont être en moins bonnes conditions que pour se revalider après. Et à Saint-Luc, pour le moment, on a 36 patients en liste d'attente et dont 8 patients avec une assistance cardiaque. Et ça vous illustre l'évolution du temps d'attente à Saint-Luc chez nous depuis 1985 jusqu'en 2016, où vous voyez que là, les patients attendaient 466 jours et maintenant, c'est encore plus important. Alors, quand on parle de transplantation cardiaque, je vous ai dit que c'est un traitement qui était réservé à une minorité de patients. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte qu'on va se lancer avec le patient dans une aventure et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut bien mettre en balance la qualité de vie, la quantité de vie et l'expérience de vie de chaque patient. Cette dia vous illustre la survie médiane des patients après une transplantation cardiaque au cours du temps. Donc la ligne bleue, ce sont les cohortes les plus historiques des patients greffés entre 1982 et 1991. Et la survie médiane, ça veut dire 50% des patients qui sont en vie, c'était de 8 ans. Entre 1992 et 2001, on améliore la survie médiane à 10 ans, et puis 12 ans et demi. Et je vais vous montrer chez nous à Saint-Luc, pour les premiers 481 patients greffés entre 1985 et 2016, vous voyez que à 13 ans, on a 50% des patients qui sont encore en vie. Ça veut dire qu'on a 50% des patients qui sont décédés. Et vous voyez aussi que rapidement, on a une mortalité d'à peu près 10% qui correspond à la mortalité opératoire et la mortalité dans la première année. Alors, il faut quand même prendre en compte que si vous greffez un patient qui a une cardiopathie non ischémique, son pronostic s'améliore par rapport à la cardiopathie ischémique. Là, vous voyez que notre survie médiane est de l'ordre de 16 ans et c'est un petit peu mieux encore maintenant. Pourquoi? Le patient qui a une cardiopathie ischémique, très souvent, on a des facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, le tabac. Et des patients, s'ils recommencent à fumer, on sait que ça va nous poser des soucis par la suite. Il faut prendre en compte aussi l'âge du patient. Le pronostic est clairement meilleur si le patient est greffé avant l'âge de 50 ans, puisque là, on monte presque à 18 ans de survie médiane contre 11-12 ans pour des patients de 50 ans. Et donc, c'est vrai que quand on greffe un patient déjà plus âgé, ça ne l'empêche pas de mourir d'autres choses. Et je vais vous parler aussi des complications de la transplantation.
Et donc, c'est vraiment l'aventure, c'est l'aventure. La période d'attente est longue et stressante. Il y a des complications à la transplantation. Le suivi médical est lourd au début et à vie. Il y a beaucoup de consultations, il y a beaucoup d'examens. Je vais vous parler des complications des médicaments et de leurs contraintes et des complications qu'on peut apparaître. Et donc, la première question que je peux vous poser, quelles sont les indications de la transplantation cardiaque? Parmi ces propositions, laquelle est la vraie? Un patient qui souffre d'insuffisance cardiaque réfractaire, malgré un traitement médical bien conduit, avec des répercussions fonctionnelles importantes, en l'absence de facteurs réversibles, est un excellent candidat. Un diagnostic récent, potentiellement réversible, c'est aussi un excellent candidat. Une cardiopathie hypertrophique avec une fraction d'éjection strictement normale, hospitalisée à plusieurs reprises pour de l'insuffisance cardiaque et qui a des répercussions fonctionnelles importantes, n'est pas un candidat pour la transplantation cardiaque. La mesure de la fraction d'éjection est le seul critère qu'on va utiliser pour guider l'indication, où toutes ces propositions sont vraies. Je vous attends. Alors, je ne sais pas si on peut déjà avoir les résultats des votes ou s'il n'y a pas beaucoup de monde qui a voté. Il n'y a pas de piège, hein. Bah oui, effectivement, en 97% des cas, vous avez répondu la première question. S'il y a une cause réversible, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Et la fraction d'éjection normale, je vais vous expliquer après quelle est la limitation de cette mesure, parce qu'un patient qui a une cardiopathie hypertrophique et donc avec une fonction normale, mais qui est hospitalisé fréquemment, peut être un candidat pour une transplantation cardiaque. C'était bien la réponse 1. Et donc, ça reste un petit nombre de patients sur les 250 000 patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque en Belgique. C'est vraiment des formes sévères, irréversibles, avec tous les traitements médicaux qu'on a utilisés et malgré tout un patient qui reste symptomatique. On doit exclure tous ces facteurs réversibles comme l'anémie, la dysthyroïdie, les arythmies et exclure les cardiopathies réversibles, l'alcool, la myocardite, le postpartum, les tachycardiomyopathies. Et parfois, dans les cardiopathies ischémiques, s'il y a une viabilité et une possibilité de revascularisation, il faut envisager cela également. Et donc, il faut vraiment mettre en balance les risques, les bénéfices, la qualité de vie et la survie. Donc, au bout du compte, le bon candidat pour une transplantation cardiaque, c'est un patient qui a un haut risque de décès avec son cœur natif et par contre un risque faible lié à ses comorbidités. Quand on va parler de transplantation à un patient, moi je lui dis souvent, ce n'est pas une décision qui se fait en 15 minutes pendant une consultation. Très souvent, je vais proposer d'hospitaliser le patient pendant quelques jours pour faire un bilan complet. À la fois un bilan qui va me permettre d'affirmer ou d'essayer d'évaluer qu'il y a une indication au niveau cardiologique de greffe cardiaque, que je suis effectivement au bout des possibilités thérapeutiques que je peux lui proposer, et un bilan pour exclure des contre-indications à la transplantation, et ça, je vous en parlerai juste après. Et donc, les deux examens clés dans mon bilan cardiologique, ça sera l'épreuve d'effort avec une mesure de la VO2, une ergospirométrie et un cathétérisme cardiaque droit, de repos ou à l'effort. Nous, à Saint-Luc, on aime encore beaucoup faire des épreuves d'effort avec un cathé droit. Paramètre clé dans l'évaluation pré-transplantation cardiaque, c'est la mesure de la VO2. Vous voyez sur ces courbes de survie qu'une VO2 effondrée, en dessous de 14 millilitres minute par kilo, plus de 80% des patients sont morts à 100 mois. Le pronostic est catastrophique. Un autre élément que moi j'aime bien évaluer sur mon ergospirométrie, c'est la pente VE-VCO2. Une pente VE sur VCO2 normale, c'est en dessous de 30. Ici, ils mettent 35 dans la littérature. Mais si vous avez une pente VE-VCO2 très élevée et une VO2 effondrée, regardez, le pronostic de ces patients est catastrophique. Et donc, l'épreuve d'effort va vraiment nous permettre d'évaluer le patient. Idéalement, il faut qu'elle soit maximale, avec un QR au-dessus de 1,5, une VO2 en dessous de 12 ml/min, 14 si le patient est intolérant au bêta-bloquant, mais ne vous fiez pas uniquement à ce chiffre de 12. On voit parfois des patients de 18-19 ans qui ont des valeurs à 16, 17, 18 de VO2 et on se dit, ben non, ce n'est pas des candidats pour la transplantation cardiaque, mais pensez aux valeurs normales pour l'âge. Ces gens de 18-19 ans, s'ils ont 15, 16 de VO2, ça veut dire qu'ils sont bien en dessous de 50% des valeurs prédites pour leur âge et ça peut être des candidats pour la transplantation cardiaque. Et donc, les recommandations internationales de la Société de transplantation disent vraiment que c'est cette épreuve d'effort qui va guider le cardiologue pour l'inscription en liste.
Un autre examen clé, c'est un cathétérisme cardiaque droit pour mesurer les pressions pulmonaires. Parce qu'effectivement, si les pressions pulmonaires sont importantes, si les résistances pulmonaires sont supérieures à 3 unités Wood, on sait que le pronostic des patients va être moins bon. Alors, comment on calcule les résistances pulmonaires? C'est assez simple, c'est la pression artérielle pulmonaire moyenne moins la pression capillaire divisée par le débit cardiaque. Alors, si vous avez un patient qui a des résistances pulmonaires qui sont entre 3 et 5, ça ne voudra pas forcément dire qu'on ne peut pas envisager d'inscrire ce patient sur une liste d'attente, mais peut-être qu'il va falloir penser à soulager ses pressions pulmonaires, à soulager le ventricule gauche avec, par exemple, une assistance ventriculaire gauche. Et donc, il faut évaluer toutes ces possibilités avant d'inscrire le patient en liste. Alors, je vais vous présenter une jeune fille de 23 ans qui est suivie pour une cardiopathie dilatée secondaire à une myocardite avec une altération sévère de la fonction. Et elle est suivie depuis quelques mois. Et voici son échocardiographie. Elle a une altération sévérissime de sa fonction du ventricule gauche et du ventricule droit, avec un ventricule gauche qui est bien dilaté. Voici les résultats de son épreuve d'effort. Alors, dans l'épreuve d'effort, il y a différents éléments qu'on peut regarder. Elle n'a aucune adaptation tensionnelle. Elle a une petite adaptation de fréquence cardiaque. Elle fait 40 watts sur le vélo. Donc, ça veut vraiment dire qu'elle a une capacité physique extrêmement réduite. Mais regardez sa VO2, 12 ml/min, soit 30% des valeurs prédites. Elle a un QR à 1,13 et regardez sa pente VE-VCO2 qui est à 47. Et donc, c'est de très mauvais pronostics. Et donc, cette patiente a été listée et a pu être greffée. Sa situation s'est dégradée, donc elle est passée par un séjour aux soins intensifs avec une ECMO et elle a été greffée en urgence. Ça, c'est simplement pour vous illustrer son cathétérisme cardiaque droit. Et donc, vous voyez sa pression artérielle pulmonaire moyenne qui était à 37, sa pression capillaire qui était à 28. Et regardez comme le jeûne peut parfois être extrêmement résistant. Elle a un débit cardiaque à 2,49 litres. Cette jeune patiente, elle est arrivée sur ses 2 pieds à ma consultation. Elle a une DAV au repos. C'est des examens qui sont faits en électif à 9,7. Elle extrait déjà au repos 65% de son oxygène. Donc ça, c'est comment cette jeune fille vivait à l'époque dans sa vie de tous les jours. Et donc, elle avait des résistances pulmonaires à 3,6 unités Wood. Alors, un autre patient âgé de 50 ans qui est lui suivi depuis 2006 pour une cardiopathie hypertrophique à prédominance apicale. Il a une histoire de fibrillation auriculaire paroxystique pour lesquelles il a déjà eu de multiples interventions d'isolation des veines pulmonaires en 2008, 2010 et 2016. Il a fait du flutter auriculaire qui a également été ablaté et il a une histoire de mort subite dans la famille avec un épisode de tachycardie ventriculaire pour lequel il a bénéficié de l'implantation d'un défibrillateur et il a une cirrhose hépatique dont l'origine n'est pas très claire, mais très probablement en fait d'origine cardiaque. Et voici son échographie. Et donc, on est assez frappé effectivement par une fonction systolique qui est dans les limites de la normale, une hypertrophie apicale et 2 oreillettes monstrueusement dilatées. Et donc, c'est un patient qui a une cardiopathie hypertrophique ou restrictive, avec vraiment ces 2 oreillettes monstrueuses. Et il se plaint d'une dyspnée d'effort de longue date. Alors, il est admis en urgence en juin 2020 pour un tableau de décompensation cardiaque avec surtout des signes droits qui évoluent bien sous diurétique. Qu'allez-vous proposer à ce patient? Aucune investigation complémentaire, vous n'êtes pas inquiet, il a une bonne fonction systolique. Vous le rassurez même et vous lui dites la fonction cardiaque est normale et vous le revoyez dans 6 mois ou vous lui demandez une épreuve d'effort avec une ergospirométrie. Je vous laisse voter. Allez, j'espère que vous ne dormez pas tous derrière votre écran. J'ai encore besoin, oui. Donc effectivement, on va lui faire une ergospirométrie et regarder ses résultats. Il va faire 60 watts sur le vélo. De nouveau, aucune adaptation tensionnelle, une petite adaptation de sa fréquence cardiaque, un QR à 1,4 et une pente VE-VCO2 à presque 53. Et donc ce patient, on lui a fait également un cathétérisme cardiaque droit à l'effort, et c'est pour vous montrer que malgré une fonction systolique préservée, effectivement, il a un débit cardiaque qui semble encore correct au repos à 4,88 litres. Mais regardez son débit systolique, en fait son débit systolique est bas à 63. Et regardez à l'effort, ici il a pédalé à peu près 5 minutes à une charge de 30 watts.
en fait, il n'a aucune adaptation de son débit systolique. Et ça, c'est vraiment des particularités de ces cardiopathies hypertrophiques et restrictives, c'est que c'est malgré des bonnes fonctions systoliques, des bonnes fractions d'éjection, ils sont incapables de s'adapter à l'effort. 60 ml de débit systolique, c'est 3 seringues de 20 millilitres. Il y a aussi une extraction qui est déjà un petit peu majorée au repos, qui va exploser à l'effort. Et regardez ses pressions pulmonaires, il a une pression artérielle moyenne à 32 au repos, qui passe à 42 à l'effort, et sa capillaire passe de 24 à 33. Et comment on adapte son débit cardiaque à l'effort? Bien, on tachycardise, on adapte son débit systolique, on adapte la contractilité et on majore son extraction. Et donc, ce patient a été effectivement inscrit en liste d'attente de transplantation cardiaque et il est toujours inscrit. Alors ça, ce sont les examens qu'on fait pour évaluer l'indication, mais y a-t-il des contre-indications à la transplantation? Et donc pour vous, parmi les sujets suivants, lequel n'est pas un candidat? Un monsieur qui a 45 ans avec 25% de fraction d'éjection, mais une VO2 à 22, 76% des valeurs prédites. Une dame de 75 ans avec une fraction d'éjection abaissée, une VO2 abaissée. Un monsieur de 35 ans qui a une cardiopathie sur anthracycline avec un ostéosarcome qui est encore en cours de traitement. Une jeune dame de 35 ans avec une cardiopathie sur anthracycline qui est en rémission depuis 10 ans, qui a 30% de fraction d'éjection avec une VO2 à 20, soit 75% de ses valeurs prédites. Et donc la question, c'est bien lequel n'est pas candidat à une transplantation cardiaque dans les conditions actuelles. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai des négations et des doubles négations. Et donc, ce patient-ci, en fait, il n'est pas candidat parce qu'il a encore une bonne VO2, il est jeune, mais il a plus de 20 ml/km. Et on considère en général comme seuil normal au-dessus de 20, et il est à plus de 50% des valeurs prédites. Celle-ci, elle n'est pas candidate à cause de son âge. Celui-ci, il n'est pas candidat, pourquoi? Parce qu'il a encore un ostéosarcome en cours de traitement. Et il va nous falloir plus de 5 ans sans récidive de cancer pour pouvoir inscrire le patient parce que les immunosuppresseurs favorisent les cancers. Et donc, malheureusement, ce patient-là n'est pas candidat. La jeune dame de 35 ans, elle a une fraction ABC, mais elle a encore une bonne capacité physique. Et donc, effectivement, la bonne réponse, c'est toutes ces propositions. Il n'y en a aucun qu'on peut inscrire sur la liste d'attente. Et donc, il y a des contre-indications qui sont relatives, l'âge, on se regarde surtout l'âge physiologique, l'indice de masse corporelle, les infections actives, donc on va faire un bilan pour exclure une infection active, on va traiter, le patient pourra être inscrit. Les cancers, ça c'est important parce qu'on a beaucoup de patientes pour des cardiopathies sur anthracycline, par exemple pour des cancers du sein. La fonction rénale, ce sera à discuter avec les néphrologues, voir s'il n'y a pas une indication d'une double greffe, des diabètes multicompliqués, des patients auto-immunisés, des insuffisances pulmonaires sévères, des atteintes polyvasculaires et l'hypertension pulmonaire, je vous en ai parlé, ça peut être une contre-indication relative si le patient peut être un candidat pour une assistance cardiaque. Et donc, vous voyez que plus on cumule des comorbidités, plus le pronostic des patients après transplantation cardiaque est mauvais. Et donc, on hospitalise le patient pour faire en fait tous ces examens complets, prise de sang, et puis un bilan de santé, en fait, pour rechercher des foyers néoplasiques profonds ou des foyers infectieux profonds. Et donc, le patient voit différents spécialistes, particulièrement le stomatologue, dermatologue, parce qu'on va chercher des cancers de la peau. On va prévenir les patients qui devront être suivis, une échographie abdominale, un examen gynécologique ou urologique, un Doppler des artères, des membres inférieurs, des carotides. Et donc, pourquoi? Parce que les complications qu'on va craindre, on pense toujours bien sûr au rejet aigu, mais ça maintenant on dispose d'une bonne immunosuppression, mais le patient est à risque de façon précoce de faire des infections. Alors il y a des infections bactériennes, mais on craint aussi des infections virales et mycotiques et des bactéries atypiques. Et puis, il y a la toxicité médicamenteuse. Les immunosuppresseurs peuvent donner une certaine forme d'aplasie médulaire avec des anémies, des leucopénies, donnent une insuffisance rénale avec parfois le besoin de recourir secondairement à la dialyse et à la transplantation rénale après la transplantation cardiaque, ce qu'on préfère éviter si on préfère se poser la question pour n'avoir qu'un seul donneur. Et alors, le rejet chronique, qui est la maladie coronaire, raison pour laquelle on fait des coronarographies systématiques chez nos patients. Et alors, tristement, tout ça, si vous vous défendez moins bien contre les infections, vous vous défendez moins bien contre les cancers. Et donc, les patients sont à risque de lymphome, de leucémie, des cancers cutanés particulièrement et des cancers du poumon. Et donc, quand on s'occupe de transplantation, il faut vraiment penser comme un super interniste ou un super généraliste à la prévention des cancers, faire attention à la perte de poids, rappeler aux patients l'importance du dépistage gynécologique, urologique et dermatologique.
Et vous voyez que les patients, au cours du temps après la transplantation cardiaque, regardez, à 10 ans, presque 40% auront développé un cancer. Alors, ça peut être simplement un cancer de la peau qui va se traiter convenablement, mais il faut quand même sensibiliser nos patients. Et donc, je vais terminer mon histoire par une jeune fille de 17 ans qui est admise chez nous en novembre 2012 elle vient en salle d'urgence parce qu'elle se plaint d'être essoufflée et elle tousse, et elle vient d'être traitée récemment par des antibiotiques pour une bronchite. Elle a également des douleurs abdominales assez diffuses. Voilà l'examen clinique qui est noté dans le dossier de la salle d'urgence. Elle est tachycarde à 125 par minute, elle est hypotendue à 95-55 et elle a, semble-t-il, une auscultation cardio-pulmonaire qui est relativement claire, un petit œdème des membres inférieurs et surtout une hépatomégalie douloureuse. Voilà les résultats de sa prise de sang. Une hyponatrémie, une fonction rénale qui est encore normale et une grosse perturbation de cette test hépatique, à la fois bilirubine, LDH, GOT, GPT, gamma-GT. Elle a des plaquettes qui sont effondrées, elle a un INR qui n'est pas normal et un fibrinogène qui est abaissé. Et voilà sa gazométrie. Elle a une bonne oxygénation, mais elle a déjà 3,3 de lactate. Voilà sa radiographie de thorax. Quel serait votre diagnostic à ce stade-ci? Vous pouvez répondre éventuellement plusieurs éléments. Vous aimeriez savoir autre chose? Pour vous, c'est évident, elle souffre d'une hépatite aiguë. En fait, non, elle est en choc septique. Elle est en insuffisance cardiaque aiguë ou elle a une pneumonie. Alors, oui, vous voulez savoir autre chose ou elle est en insuffisance cardiaque aiguë. Effectivement, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? En fait, je voulais surtout rappeler, hein, on est tous des médecins, on est parfois bien absorbés par toute une série de choses. Mais je ne sais pas s'il y a des jeunes assistants qui écoutent, mais prenez le temps d'examiner vos patients et prenez le temps de les écouter. En fait, quand on prend un petit peu le temps de l'ausculter un peu plus à son aise, on est frappé par un souffle systolique mitral, des crépitants bilatéraux à l'auscultation et des extrémités qui sont glacées. Alors, je ne dis pas, parfois en salle d'urgence, je pense qu'il y a beaucoup de bruit et qu'on est parfois distrait, mais c'est vraiment important. Alors, dans ses antécédents, ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'on est en décembre 2011. Elle a eu un ostéosarcome. Elle a eu son premier cycle de chimiothérapie en janvier 2012. Elle a été opérée en mars 2012. Elle a terminé sa chimiothérapie au mois d'août. Et elle a reçu cisplatine, adriamycine et méthotrexate. Elle est considérée actuellement en rémission. Et voilà son échographie cardiaque qui est catastrophique. Et donc, vous voyez qu'effectivement, elle est tachycarde et elle a une altération sévère de sa fonction de ses deux ventricules. Et voilà la vue apicale. Alors, comment allez-vous la traiter à ce stade-ci? Est-ce que vous commencez un traitement bêta-bloquant, IEC, spironolactone? Vous mettez en place un support inotrope? Vous mettez d'emblée une ECMO? Vous vous dites, oulala, il faut mettre une assistance cardiaque ou il faut la transplanter en urgence? Effectivement, à ce stade-ci, elle est probablement déjà trop malade que pour pouvoir mettre en place un traitement par IEC bêta-bloquant et spironolactone. Elle est tachycarde à 125 par minute, mais elle a besoin de cette tachycardie. Donc, si on lui met des bêta-bloquants, on va encore aggraver la situation. Et donc, il y a une place pour un support inotrope. Donc, elle s'est retrouvée aux soins intensifs. On a mis un cathétérisme, on a mis une sonde de Swan-Ganz et regardé son index cardiaque qui est à 1,3 litres par minute par mètre carré, avec une pression pulmonaire moyenne à 32, une pression capillaire à 25, une PVC à 20 et une SVO2 effondrée à 23%. Donc, on a commencé de la milrinone. Donc effectivement, ça c'est simplement l'algorithme de l'insuffisance cardiaque aiguë, ici avec une patiente qui est hypotendue et des signes d'hypoperfusion et des lactates qui sont élevés.
Alors, malgré le support inotrope qu'elle a maintenant en dobutamine, milrinone et des diurétiques, le bas débit cardiaque persiste, elle entre en oligoanurie, on ne parvient pas à normaliser son acide lactique et elle développe une dysfonction, enfin, sa dysfonction hépatique et rénale ne s'améliore pas. Et donc, elle est en classe Intermax 2, c'est le patient qui se dégrade rapidement malgré un support inotrope. Et donc, on va décider de mettre une assistance cardiaque temporaire comme bridge pour prendre une décision. Elle a une mauvaise fonction gauche et droite. Et puis, une fois qu'on a mis l'ECMO, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on poursuit le support inotrope. On se dit, on va mettre une assistance cardiaque gauche. Je vous ai dit, attention, elle a une mauvaise fonction droite, donc il faut envisager de mettre une assistance cardiaque gauche et une assistance temporaire droite, ou vous la transplantez en urgence. Et je rappelle qu'on est en 2012 et que son diagnostic d'ostéosarcome date de 2011. Et donc malheureusement, on ne peut pas la transplanter en urgence, hein, ça serait la solution la plus simple, ce serait ce qu'on a envie de faire, mais elle a un ostéosarcome trop récent, elle vient de terminer sa chimiothérapie au mois d'août et on fait sa connaissance en novembre. Et donc si on met cette jeune patiente sous immunosuppresseur, on va faire flamber son cancer. Une assistance cardiaque gauche, seule, ça va être compliqué parce qu'elle n'a vraiment pas de fonction ventriculaire droite. Et donc, ce qu'on fait de temps en temps, c'est on met une assistance définitive de type assistance ventriculaire gauche et on peut mettre une assistance temporaire droite, un petit peu comme une ECMO droite, ce qu'on appelle nous Centrimac, qu'on va essayer de sevrer pour pouvoir ne garder que l'assistance gauche. Il y a des assistances biventriculaires, mais ça, nous, on ne fait plus en Suisse. J'ai vu ce qu'on appelle des Berlin Heart, ce sont vraiment des assistances biventriculaires avec lesquelles le patient peut rentrer à la maison. Et donc, le 31 novembre, elle a eu une assistance gauche et une assistance droite temporaire. Et donc, elle a bien une contre-indication à la greffe en urgence qui est son cancer dans les 5 ans. Et donc, l'assistance cardiaque, il y a différentes indications. Ça peut être un bridge vers une guérison si vous pensez que votre patiente peut récupérer. On a eu un cas à Saint-Luc, par exemple, sur une cardiopathie du postpartum. Ça peut être en destination thérapie. Depuis cette année, on va avoir le remboursement dans quelques indications d'assistance cardiaque qu'on va pouvoir mettre chez un patient qu'on ne va pas greffer secondairement. Et le patient va pouvoir terminer sa vie avec son assistance en bridge à la décision pour arriver vers un bridge à la transplantation. Et ces assistances cardiaques vont vraiment permettre aux patients d'adapter leur débit cardiaque de façon assez importante. Et donc, ces assistances ventriculaires gauche nous permettent parfois de faire face à ces temps d'attente qui ont explosé, à des patients qui sont immunisés de façon importante, qui ont une hypertension pulmonaire importante ou un cancer récent. Alors, elle va quitter les soins intensifs en janvier 2013. Vous voyez sa radio de thorax avec son assistance cardiaque. Maintenant, qu'est-ce que ça implique de vivre avec une assistance cardiaque à cet âge-là? Eh bien, vous voyez notre jeune fille qui a un sac et vous voyez son câble de vie, sa driveline. Et malgré cette assistance cardiaque, elle va avoir une vie relativement normale et sans histoire entre janvier 2013 et juillet 2015. Mais rien n'est jamais simple parce qu'elle revient en juillet 2015 avec des alarmes de son assistance cardiaque et une chute brutale de son débit. Sa prise de sang est relativement normale, elle n'a pas d'hémolyse, on n'a pas d'argument pour penser à une thrombose. Et en fait, les examens qu'on va réaliser vont mettre en évidence une dysfonction mécanique de sa pompe au niveau du câble dans sa portion interne. Donc pas une partie qu'on pourrait éventuellement changer facilement, c'est vraiment la partie qui est interne. Alors, que va-t-on faire chez cette jeune patiente? Ouais, on ne sait pas faire grand-chose, elle peut quitter l'hôpital. On est reparti pour un tour et on remet un support inotrope, une ECMO, on change son assistance cardiaque ou on se repose la question de la transplantation et on discute avec les oncologues. Son cancer date de 2011, considéré en rémission en 2012. Je vous laisse voter. Alors effectivement, donc les deux choix qui sont raisonnables à ce stade-ci, c'est de se dire, OK, on fait une nouvelle chirurgie, on change la machine. Donc on a une patiente où ça nous est arrivé de changer la machine. Et ici, en fait, on a décidé de discuter avec ses oncologues.
Sa maladie oncologique à l'époque était isolée, il n'y avait pas de métastase, c'était bien localisé, elle avait eu un traitement complet, elle avait été opérée et donc on a décidé de mettre cette jeune patiente en liste d'attente pour une transplantation cardiaque. Et donc au mois d'août 2015, elle a pu être transplantée en urgence. Elle a une belle histoire parce qu'au mois de septembre de la même année, elle va reprendre ses cours dans le supérieur. Et voici sa dernière échographie d'il y a quelques semaines. Et donc moi, je voudrais vraiment insister pour vous dire que l'insuffisance cardiaque, je pense que c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. On a chacun notre rôle à jouer dans la prise en charge de nos patients. On a à notre disposition un arsenal incroyable de médicaments. Donc on va sans doute nous annoncer cette année des nouveaux guidelines, enfin on ne va pas sans doute, on va nous annoncer des nouveaux guidelines avec l'arrivée des SGLT2. On a des chirurgies de revascularisation myocardique ou des chirurgies valvulaires. On a des devices sophistiqués comme des défibrillateurs, des pacemakers de resynchronisation, des outils de télésurveillance, de télémonitoring, le pacing biventriculaire, des assistances cardiaques et la transplantation. Je pense qu'il faut rester compétent et s'intéresser à ce qui sort comme nouvelles informations. On a besoin d'une bonne dose de jugement clinique et je pense beaucoup de compassion. Et il ne faut jamais oublier qu'au centre de nos préoccupations reste un patient. Voilà, je suis prête à prendre votre dernière question. Si vous avez encore un peu de courage, je suis désolée, mais on a bien dépassé le temps qui nous était imparti pour cette première session d'insuffisance cardiaque par les cas cliniques. Anne-Catherine, Oui. tu as seulement une question, donc c'est la seule que j'ai pu repérer. Donc, c'est concernant l'âge. Donc, est-ce que la contre-indication relative liée à l'âge est basée sur le risque de mort par les comorbidités ou par le risque lié à l'acte et ses complications et ses complications? C'est en partie les deux, hein, parce que si on a un patient de 65 ans qui n'a vraiment aucune comorbidité, qui est en bon état général, qui a encore une bonne masse musculaire, pas d'insuffisance rénale, on peut imaginer qu'il va passer au travers une transplantation. S'il arrive à 65 ans avec de multiples comorbidités, on sait que son risque opératoire est plus important. Ça sera plus que 10% de mortalité la première année et sur le long terme. Donc, en Belgique, c'est à peu près aux alentours de 65 ans. Aux États-Unis, ils ont mis un cut-off, je pense, jusqu'à 70 ans. Donc, ils sont un petit peu plus larges. Nous, on a vraiment des temps d'attente qui ont explosé avec de moins en moins de donneurs. Et donc, je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous, mais nous, on se pose quand même chaque fois la question, quand on accepte un don d'organes, on veut être sûr d'essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Ce n'est pas uniquement prendre en charge un patient, c'est prendre en charge une liste d'attente de patients et d'essayer de faire les choix les plus raisonnables possibles. Et ça reste toujours des questions au final parfois assez éthiques hein, quand on a ces offres et savoir qui a le plus de succès, la probabilité de succès la plus grande de passer au travers de la transplantation. Mais c'est comme tu as bien dit, donc les patients plus âgés ont plus de risques infectieux, plus de risques de ne pas bien profiter de la transplantation avec une mortalité dans la période préopératoire, donc précoce, qui est plus augmentée. Donc voilà, comme tu dis, il faut toujours peser donc, les autres qui sont en attente aussi de la transplantation. Donc nous, à Erasme, on fixe plutôt 65 ans et après, on verra, donc si les patients sont, donc pour les lister, donc après, ils peuvent être transplantés un peu plus tard, mais avec toujours l'individualisation aussi. Donc, si les patients sont très, très bien à 66, 67 ans, donc il faut quand même discuter avec l'équipe hein, donc pour voir si on décide de les lister. Oui, ce qu'on fait parfois aussi, donc ça je n'ai pas expliqué, mais donc quand on va inscrire un patient en liste, on peut spécifier des critères d'âge du donneur. Et donc ça nous est parfois arrivé de spécifier des critères de donneurs plus âgés pour un receveur plus âgé. On ne prendrait peut-être pas un donneur de 65, 66 ou 67 ans pour un receveur de 20 ans, mais qu'on peut très bien accepter pour un patient un peu plus âgé. Et on a eu des très bons résultats en faisant ça. Mais maintenant, nos chirurgiens nous disent aussi parfois, un cœur plus âgé va moins bien supporter le temps d'ischémie, va moins bien supporter d'autres choses. Donc, il ne faut pas prendre de risques inconsidérables. Ils appellent ça les donneurs marginaux. Je pense que ça se fait de plus en plus aussi aux États-Unis, mais ce n'est Mais pas c'est parfait. beaucoup difficile aussi, donc de bien
récupérer que ce donneur âgé pour les patients âgés. Donc, c'est toujours un peu éthique aussi. Alors, on a d'autres questions. Donc, justement, pourquoi le délai d'attente en transplantation a augmenté? Donc, je pense que tu as déjà répondu. Ouais, donc, il faut savoir que pour prélever un cœur, c'est un patient qui est en état de mort cérébrale. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui a eu, qui est décédé d'un problème cardiaque et qui a eu un infarctus ou qui a eu. Donc, c'est quelqu'un qui est en général c'est des choses tristes, des accidents de la route, des accidents de moto, des chutes dans les escaliers, des hémorragies cérébrales et qui a une fonction cardiaque strictement normale à l'écho. Il faut savoir que très souvent, on va demander des coronarographies aussi. Et donc, ben oui, il y a moins d'offres, il y a moins de donneurs, il y a moins d'accidents de la route. Hein, il y a eu une excellente prévention et il faut vraiment des greffons de bonne qualité parce qu'il va y avoir un temps d'ischémie, un temps de prélèvement entre le moment où on fait la chirurgie chez le donneur et le moment où on fait la chirurgie chez le receveur. Alors, les technologies évoluent. On va arriver avec des machines de perfusion maintenant qui vont permettre d'améliorer la protection cardiaque. Hein. Vous avez peut-être vu ça dans la presse, la KUL a déjà commencé le programme. Pardon. Et alors, on peut aussi maintenant faire des prélèvements chez des patients qu'on appelle des patients décédés, si on va mettre une ECMO pour essayer de réanimer le cœur après, mais ça reste des technologies de haute voltige qui sont en train d'être mises en place, mais c'est vraiment un manque de donneurs qui fait que les temps... Et alors, je pense qu'on diagnostique de plus en plus d'insuffisance cardiaque. Les nombres de patients sur les listes augmentent partout dans les centres et le temps d'attente augmente. Alors, donc, je n'ai pas d'autres questions. Alors, Merci. si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer, mais je ne vois pas d'autres. Ben, merci à tous les courageux alors qui sont restés jusqu'au bout pour cette premier rendez-vous. Et donc, le 10 juin, vous aurez la deuxième partie de ces cas cliniques de patients souffrant d'insuffisance cardiaque. N'hésitez pas aussi, je pense, à nous faire un retour. Je réalise qu'on a été un peu long dans les timings. Maintenant, je pense qu'on avait toutes les trois envie de vous dire pas mal de choses. C'est difficile, clinique uniquement et un peu de théorie. Donc, peut-être qu'il faut qu'on se dise d'emblée, on allonge un peu les sessions. Mais faites-nous des commentaires, comme ça, on prendra tout ça en compte pour s'améliorer pour la deuxième session. Voilà, merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci, merci à vous. Merci.